Merci beaucoup Kathleen de ton invitation. Et donc je vais faire une intervention pour laquelle j'ai un peu changé mon titre pour perdre encore un peu plus Rachel qui ne comprenait déjà pas la première version. Au mi-temps des années 80, la littérature de jeunesse commence à aborder la Shoah dans les livres pour enfants, même s'il y a eu quelques antécédents dès Colette Vivier, donc dès l'immédiate après-guerre. Et d'autres d'ailleurs dans les années qui suivent. Près de 40 ans après, la question n'est donc pas de savoir s'il est possible de parler de la Shoah aux enfants, mais plutôt de comment le faire, pourquoi, et de quelle manière finalement toucher le lecteur pour qu'il s'approprie cette période sombre de l'histoire. Quelques auteurs français qu'on a déjà évoqués ici, Roland Coss, Yaël Hassan, ont publié chez divers éditeurs plusieurs romans sur le sujet, quand Georges Lemoine ou Gilles Rapaport ont eux aussi à plusieurs reprises abordé la Shoah dans des albums. Je voudrais donc m'arrêter plus particulièrement sur le travail de Rachel, donc je les passe très rapidement puisque finalement nous avons fait le même PowerPoint, évidemment. Et j'en arrive tout de suite à mon plan. Alors pourquoi ce plan ? Parce que je voudrais interroger, dans le petit temps qui m'est imparti, la manière dont Rachel Heusfater se réapproprie des topoi de cette écriture de la Shoah pour en proposer une relecture et essayer aussi de déterminer ce qui peut la singulariser. Quand les auteurs de la première génération choisissent une écriture qu'on a pu dire sèche, blanche, pour témoigner des camps, Rachel Heusfater invente une langue rythmée, rimée, parfois même gouailleuse, pour rendre compte de la diversité des situations proposées, et j'ai perdu ma ligne, de ces personnages rendus orphelins à la fois par la Shoah, qu'ils aient connu les camps, que ce soit des enfants cachés, qu'ils soient des créatures de fiction ou des personnages historiques. Donc finalement, dans quelle mesure cette langue cherche à rendre dissible, partageable, l'expérience individuelle de la Shoah ? Comment, dans un diptyque Amour et mort, présent dans quasiment tous ses livres, ou comment ce diptyque plutôt participe-t-il d'une réflexion sur l'enfant Shoah, ainsi que l'a défini Ivan Jablanka, à savoir un individu dont l'enfance a été marquée par le génocide, de quelque manière que ce soit, entre le début de la guerre et aujourd'hui. L'héritier d'un traumatisme et le passeur d'une mémoire, un être traversé par l'histoire et dont la personnalité, portant l'empreinte des crimes du XXe siècle, ne se comprend pas sans eux. Plus de 200 livres de littérature de jeunesse ont été publiés en France autour de la Shoah. Et donc un certain nombre de motifs se retrouvent dans ces ouvrages, et il va être très souvent question de la stupéfaction face aux wagons à bestiaux quand le train entre en gare, sur certains moments de l'arrivée au camp, le rapport aux parents, le rapport à la religion. Mais très souvent, la majorité d'entre eux se centrent sur l'avant-camp, sur la période de la guerre, et souvent on s'arrête au moment de l'entrée dans les camps. Rachel Heusfater est finalement une des rares auteurs à questionner la suite, c'est-à-dire le retour à la vie de ces personnages, souvent des enfants, après le génocide des leurs. Et donc, plutôt que de voir en quoi elle s'inscrit dans une continuité dans ces topoi, je veux essayer de pointer certaines de ses singularités avec la spécificité de son écriture et, pour démarrer, la manière dont elle définit ses personnages dans leur rapport qu'ils entretiennent à leur corps et au corps des autres. D'où ma première partie. Le personnel romanesque des romans de la Shoah se centre très largement en France sur les enfants cachés ou des personnages qui vont relater leur expérience avec un décalage dans le temps. Force est de constater que, contrairement à ce qui se passe dans le roman pour adultes, le corps déporté est relativement peu présent dans les romans comme dans les albums. J'ai pu expliquer par ailleurs pourquoi. Et donc, je fais le choix d'étudier
ce corps déporté ou dans le contexte des camps, sous 3 modalités différentes. Donc première modalité, enfin vous avez vu mon plan, le corps décharné d'enfants. La transformation des corps, qui occupe donc une grande partie de la littérature pour adolescents, au moment où les enfants se détachent de leurs parents, où leur corps se transforme, est d'autant plus prégnante dans les récits abordant la Shoah qu'elle se mêle de manière plus forte de réflexion identitaire. Dans Le Sceau de l'Ange, avant de trouver une cause plus importante à endosser, à savoir le sionisme, Anna regarde son corps changer, s'interroge sur son pouvoir de séduction. Dans Le Chemin de fumée, comme dans Yankov, Rachel s'arrête sur des corps d'enfants ou d'adolescents déportés, ce qui n'est déjà pas courant en soi, alors que cette question hante vraiment littéralement la littérature pour adultes. Passant par des métaphores animales comme le chat écorché et famélique que serait Shainée lorsqu'elle sort du camp, ou le garçon escargot, les enfants apparaissent sans cesse dans toute leur fragilité et déshumanisés. En effet, comme le souligne Yankov, le héros éponyme du roman, ce corps d'enfant appelle d'emblée la matrice parentale. Les parents sont la mémoire de leurs descendants, ils la constituent et ils la nourrissent. Au sortir des camps, les enfants rescapés ne ressemblent pas à des petits d'hommes. La scène d'ouverture du roman, d'ailleurs, invite à un renversement. Les soldats pleurent comme des enfants devant les corps qu'ils découvrent, tandis que les jeunes rescapés se qualifient de vieils enfants ou de morts vivants, quitte même à reprendre ce que la propagande a pu faire d'eux. Et d'une manière assez constante, Yankov va animaliser ses camarades et lui-même oublie eux-mêmes des règles de la vie en communauté humaine qu'il va falloir réapprendre. D'où cette citation. « Autour de moi, je ne vois qu'un tas de vilaines petites bêtes répugnantes, des loques rayées, des têtes rasées, des corps malingres et tout courbés, des crânes pouilleux, des visages crasseux, des nez morveux, des yeux chassieux, des bouches béantes qui grimacent et crient, des mains avides qui se tendent brutalement, des bâtons de jambes qui tremblent en titubant. On est si laid, si incomplet. Il nous manque des dents, il nous manque des forces, il nous manque des joues, il nous manque des gens, il nous manque de tout. » Cette litanie rythmée, voire rimée d'éléments corporels, pourrait s'apparenter à une comptine pour petits, où l'enfant découvre son corps par la voix de sa mère, car comme le rappelle par exemple Marie-Claire Brûlé, je la cite, « Les enfantines se jouent sur le corps du petit enfant. » Ici, l'interlocuteur, en premier lieu le parent, est absent. Le corps de l'enfant n'est donc pas un corps triomphant, mais un corps diminué, ayant perdu ses caractéristiques humaines. D'ailleurs, à l'énumération des parties du corps se substitue la litanie de ce qui manque pour en arriver aux absents. S'il y a mémoire des corps, le sien propre comme celui des parents et plus particulièrement celui de la mère, c'est seulement pour constater son impossibilité. L'un comme l'autre ne sont plus. Le corps de la mère, parce qu'il a été éliminé, sans laisser de traces. Le corps de l'enfant, car il a été tué symboliquement et saccagé physiquement. Je n'aime pas mon odeur qui sent la crasse et le pourri. Je n'aime pas mon corps qui a mal et faim tout le temps. Je n'aime pas mes mains sans jouets, mes jambes sans bon, mes pieds de vieux, mon ventre en creux, mon crâne sans cheveux. Pourtant, avant, je m'aimais bien. Mais chut, il n'y a pas d'avant. J'ai tout oublié du moi petit enfant. Il n'existe plus du tout le joli petit garçon frais de mon ancien temps qu'adorait sa maman. Ici, il n'y a plus de maman, pour personne, depuis longtemps. Et sans maman, on ne peut pas être un enfant. Ce questionnement identitaire va courir tout au long du roman. Ce peuple d'enfants perdus, qu'évoque Yankov, installé dans des homes tels qu'a pu les décrire Cathy Hazan, a d'abord du mal à se situer, y compris corporellement dans l'absence de parents, qui les inscrivant dans une filiation et dans une image d'eux-mêmes ne coïncident plus avec ce qu'ils ont été. Les camps détruisent la temporalité et la filiation et déterminent un corps repoussoir que les adolescents voient dans leurs compagnons en miroir, loin du corps triomphant rêvé par les nazis, mais que devrait surtout leur donner leur statut d'adolescent.
Chaque membre du corps rappelle un manque, une absence, comme si le camp leur avait enlevé leur jeunesse en même temps que leurs parents. Leurs corps sont des corps souffrants, proches de ceux de la vieillesse, motif qui revient sans cesse. Pour autant, le retour des parents ne signifie pas nécessairement une relation apaisée au corps. Ainsi, dans le chemin de fumée, alors qu'elle retrouve un fragile équilibre entre sa fille, la nourrice qui l'élève, le lycée et le home d'enfant, le retour de son père va perturber Shainée. La jeune fille espérait celui de son grand-père, qui s'est occupé d'elle après l'arrestation de ses parents. Et à cette première déception, en répond une autre. Le corps qu'elle a en face d'elle ne coïncide plus, et doublement plus, ni avec le souvenir de son père, ni avec sa temporalité d'après-guerre, en la replongeant dans la déportation. De la même façon, la jeune mère qu'elle est devenue ne correspond plus à la fillette que le père a quittée 4 années auparavant. Et la maladresse va se lire d'abord dans leur corps, avant même que ce soit dans la parole ou par la parole, parce qu'ils ne savent plus s'embrasser. L'empreinte des corps n'est plus la même. Non, c'est pas encore ça. Je questionne ses yeux. J'essaie de retrouver le gentil d'avant connu par cœur, mais il a changé, on dirait, sorti de mes cauchemars. Il me rappelle les camps et pas la maison. Il a l'air d'un déporté, pas de mon père. Il y a un transfert temporel et spatial. Si ce corps renvoie bien à une mémoire, ce n'est pas leur expérience commune qui se joue, mais à celle que Shainée a dû traverser seule, cette mémoire de la déportation toute proche pour elle, et non la mémoire de la famille. S'il y a du familier, il n'y a plus de familial. Les camps, le génocide, s'invitent aux retrouvailles et font momentanément barrage à la relation. L'espoir reste pourtant présent. Même si les relations identitaires sont brouillées, avec une inversion des rôles et une démultiplication des identités, le roman s'achève sur un espoir d'une reconstruction familiale reconfigurée. Il n'a pas eu le temps d'être père, qu'il est déjà grand-père. Il était parti papa et en son absence, je l'ai fait Zeydé, celui de ma petite. C'est vrai qu'il en a tout l'air, bien plus vieux que Zeydé ne l'a jamais été. Mais ce n'est pas juste. La Zeydé a un grand-père maintenant. Mais moi, où est mon père? Celui qui était beau, fort et bien tendre, et triste aussi, mais vivant. Celui qui partait travailler et toujours revenait. Papa, prends-moi encore la main pour me faire traverser. Fais-moi les gros yeux, chasse les méchants, même s'il est trop tard, puisque je suis déjà écrasée, punie, martyrisée. Et puisque tu es là, fais le père, sois mon père. Mais il ne peut pas. Maintenant, c'est à moi de lui tenir la main, de repeupler ses yeux et de faire peur à sa peur. En acceptant pour un temps d'inverser les rôles, Shainée dit la possibilité de réinventer une relation autre à son père. Il n'est plus le corps qu'elle a connu, il ne peut donc endosser son ancien rôle, ni elle celui de petite fille, dans un fantasme d'ailleurs d'effacement des morts et du temps perdu. Mais retrouver le père d'avant signifierait aussi faire revenir les absents. Or, l'échiquier familial a bougé, elle a besoin donc de le reconfigurer et d'un temps pour pouvoir le faire. La confrontation avec son père la heurte avec son propre corps qui lui fait conscientiser la nécessaire évolution par sa propre transformation de leur relation. Troisième corps possible, le corps désirant de femme de Mira. Dans un roman destiné aux plus jeunes, quand elle sera reine, Rachel... Aux plus âgés, j'ai dit aux plus jeunes, c'est un lapsus. Aux plus âgés, pas de panique. Quand elle sera reine, Rachel Heusfater mentionne aussi de manière plus étonnante le corps exultant dans l'acte amoureux. Donnant moins de repères spatio-temporels, l'auteur décrit la découverte de la sensualité, voire de la sexualité de son personnage, Mira. Cette thématique est régulièrement présente dans les livres pour adolescents, notamment chez Thierry Magnier ou chez Sarbacane, qui vont publier des ouvrages qui posent des mots sur l'acte sexuel au-delà d'une pudique description. Néanmoins, à mon sens, c'est une des grandes nouveautés ou spécificités, la sexualité n'est jamais abordée de cette manière-là en lien avec la Shoah dans la littérature de jeunesse. Quand le corps de Mira la désigne comme étrangère, et il faut comprendre juive, même si le mot n'est jamais employé, Rachel insiste sur ses yeux, sur sa chevelure. Avant d'être déportée, la jeune femme perd sa virginité. Comme son nom, Mira,
peut aussi le laisser entendre, elle se mire dans les yeux de l'autre. La relation amoureuse passe d'abord par l'échange appuyé des regards. Ensuite, il est question de la montée du désir, de la souffrance de la pénétration, de l'orgasme de l'homme, puis de celui de la femme, lors d'autres relations sexuelles. Cette première relation amoureuse lui donne accès à son corps autrement que comme un marqueur d'étrangeté. Elle n'est plus en décalage avec elle-même. Elle trouve dans son corps un soulagement à être elle-même, y compris dans le manque du corps de l'autre. Néanmoins, sa rencontre avec un deuxième homme dans les camps, Brody, lui fait prendre conscience d'une différence fondamentale. Si le jeu des regards est aussi important, le toucher et surtout la parole que l'on peut mettre sur l'acte amoureux, qui accompagne cet acte amoureux, est fondamental. Dans un lieu de désolation, de destruction, où la parole n'a plus non plus le même sens, les mots d'amour vont reconstruire, même si c'est sur un temps infime, une humanité et une féminité sans cesse mises à mal. Même si Rachel Holzfater ne donne pas voix aux amants, pas directement, laissant au lecteur la responsabilité des mots qui surgissent entre eux, elle prend le temps de faire du corps le premier lieu de l'échange verbal. Brody le bel ardent, Brody le très patient, aborde Mira en ingénu explorateur, un qui veut découvrir avant de conquérir. Il la touche du doux des doigts, comme le pianiste qu'il est, qui sait tout du profond et du puissant, et qui n'a rien oublié du velouté. Il regarde sans rien dire, ses yeux caressent si fort que Mira lui répond, aussi muette et aussi éloquente. La musique et son vocabulaire sont convoqués dans le roman pour souligner les variations de rythme de la relation charnelle, permettant aussi à chaque lecteur d'entendre ce qu'il est capable de lire en fonction de sa propre expérience. Profondeur, puissance, velouté, douceur évoquent aussi bien le toucher du piano que les caresses physiques sur le corps de l'autre. Ces 3 temps sur divers corps soulignent aussi combien l'enfant ou l'adolescent a besoin du regard bienveillant et aimant de l'autre pour lui-même apprécier son corps, que ce soit un regard parental ou amoureux. Ce qui est vrai d'une manière générale est encore plus exacerbé ici sur des corps meurtris qui rappellent la perte et la souffrance et devient un repoussoir. Le dépassement possible tient au passage du temps, mais aussi à la capacité à mettre des mots sur cette souffrance du corps martyrisé, d'où mon deuxième temps sur le poids des mots, le choc des mots. Dans son article intitulé « La langue des enfants, poétique de l'enfance et utopie linguistique après la Shoah », Catherine Cocchio évoque, à la suite d'auteurs comme Goldschmidt ou Appelfeld, une langue des enfants nourrie de l'expérience de la barbarie nazie. Et je cite Catherine Cocchio, « Une langue sans fioriture ni pathos, exprimant une pensée concrète, lucide jusqu'au cynisme parfois. » Est-ce cette langue que choisit Rachel Holzfater dans ses romans ? Vous avez bien compris que non. Le yiddish, qui apparaît parfois à un moment où la survie exige que le nom se teinte de consonances catholiques, et par exemple Perec en parle largement, il arrive que le yiddish trahisse les origines juives, soit parce que certains parlent mal le français ou avec un accent, soit parce que les enfants mêlent au français des termes yiddish, sans le savoir, comme c'est le cas de Shainé dans Le chemin de fumée. Un simple contrôle d'identité dans la rue les confond. « Comment s'appelle ton grand-père, petite ?» J'ai répondu « Chanfleur ». Mais il avait l'air de ne pas me croire. Alors ça m'a énervée et j'ai ajouté « Un Zeidé que tu t'appelles Chanfleur ». Zeidé, ça les a fait rire d'un vilain rire. Mais pas moi, parce que Zeidé me regardait si profond que j'ai cru tomber. Il m'a brûlé. Et moi je ne savais pas. Je n'avais pas bien appris à mentir, maintenant je sais. Comment aurais-je pu deviner que ce nom d'amour, Zeidé, prononcé avec leur accent de brute, traduit dans leur langue de haine, ça donnerait Yud. La désignation du grand-père en yiddish les trahit, et la narratrice va insister sur le pathétique de la situation, dans la mesure où cette maladresse verbale, qui a tant de conséquences funestes, est un mot doux. Le drame de la scène tient au décalage entre l'amour qui s'énonce dans l'appellation affectueuse et le cynisme de l'allemand qui va le reprendre. Ce dernier substitue ensuite au nom du grand-père l'apostrophe employée par l'enfant et le réduit à sa déformation nazie humiliante.
En formulant sa filiation, Shainé condamne son grand-père à la mort. Pour montrer à son grand-père qu'elle a bien retenu la leçon qu'on lui a apprise, leur nouveau nom, Champfleur, lieu et place de Blumenfeld, on peut penser, la fillette prend son Zeidé à témoin. Cet épisode évoque en filigrane tous les abus de langage dont les nazis vont être ensuite coutumiers pour évoquer l'extermination, le gazage étant la sélection, les déportés, les unités, des pièces. Et Victor Klemperer, qui a travaillé sur cette langue du Troisième Reich, le montre justement comment ce lexique employé par les nazis existait déjà en grande partie auparavant, mais comment il acquiert de nouveaux sens par détournement. Et cette utilisation massive de termes, souvent associés aux émotions, à certaines images qui vont être érigées en symboles, impose de nouvelles valeurs et des connotations dégradantes, si bien que le premier sens disparaît. Le tour de force des nazis consiste même à faire employer ces termes dévoyés aux victimes. En littérature de jeunesse, mais je ne m'arrêterai pas dessus, on peut trouver à peu près la même chose chez Jean-Jacques Greff, qui souligne que la langue d'échange va être essentiellement faite d'insultes, auxquelles les nazis n'hésitent pas à intégrer la langue des victimes principales, et de cette manière intégrer l'antisémitisme jusque dans l'élection de certains termes dévalorisants de la langue. Transformer les mots, évidemment, pervertit la langue, mais surtout l'appauvrit. Cette scène de Shainé et son grand-père apparaît presque à la fin du roman. Quand Shainé quitte le home d'enfants, où elle s'est petit à petit reconstruite, et finalement, quand elle est capable de dire sa culpabilité de la mort de son grand-père, pour l'avoir nommé. Et le roman se structure, selon moi, entre vraiment deux scènes fondamentales et deux scènes parallèles. Donc cette scène que je viens d'évoquer, et une première scène, dans les premières pages, où la jeune fille, à peine libérée des camps, tout juste sortie de l'enfance, accouche d'un bébé qu'elle n'avait pas du tout conscience d'attendre. Elle n'a donc ni la maîtrise de son corps, ni celle de la parole. Alors qu'elle ne conscientise pas encore son statut de mère, d'autres qu'elle vont nommer son bébé du nom que Shainé répète sans arrêt, celui de son grand-père aimé. Pas plus qu'elle n'a choisi la manière de nommer son grand-père, vraisemblablement inscrit à la fois dans une tradition ancestrale, mais transmis par les parents. Elle ne nomme pas sa fille. Mais le prénom qui n'en est pas un, qu'on va lui imposer, va pourtant devenir, selon moi, l'objet d'une renaissance qui se fait par les mots. Par une inversion de genre, comique pour elle, sa Zeidé si belle avec ses fesses de fille et son nom de grand-père devient un symbole fort. Le terme qui était connoté très fortement mortifère devient l'entrée dans la vie. Dans cet écart fille-garçon, vieillard-bébé, se dit la possibilité d'une réappropriation de la langue, nourrie de l'ancienne, et synonyme de vie. Même s'il faut un temps d'adaptation que Rachel Oysvater rend par une opération mathématique, il dit, c'est le médecin, que la guerre, moins les parents, plus le camp, moins le Zeidé, plus la Zeidé, moins la Zeidé, ça fait une opération très compliquée pour mon niveau actuel et que je ne peux pas la résoudre si facilement, ni si rapidement. Donc même s'ils n'en ont pas conscience, et parce qu'ils pensent lui faire plaisir, le corps médical, lorsqu'il donne ce nom-là, corps médical français, donc qui ne connaît rien au yiddish, réinscrit cette filiation que les nazis ont voulu supprimer par la transmission d'un nom et par l'inscription dans le registre d'état civil d'un nom et d'une langue qu'on a voulu faire disparaître. Les dernières lignes soulignent cette filiation, cette fois endossée par Shainé. Par la force du nom, sa fille l'appelle à la vie comme le faisait son grand-père. Je cite, « Mon soleil est revenu et il porte toujours le même nom ». De nouveau, Shainé peut faire du nom yiddish le synonyme de la lumière et de la vie quand les nazis ont voulu l'attacher uniquement à la mort et à la disparition. Alors que dans les deux cas, elle n'est pas à l'origine de la nomination, elle l'investit. Dans sa langue en recréation, Zeidé veut dire amour. Au-delà des mots que disent les enfants ou les adolescents des livres de Rachel Oysvater, c'est bien sa langue à elle sur laquelle je voudrais terminer. Si ces personnages sont parfois empêchés de parler, Rachel Oysvater choisit au contraire d'utiliser une langue qui soit très loin de la sécheresse souvent décrite dans les ouvrages attachés à la Shoah. Son style tend vers une volonté de cerner au plus près une réalité et de la peindre par ajout de nuances
qui passe aussi par le choix de mots aux sonorités voisines qui vont permettre de préciser une pensée, et particulièrement dans les situations tendues, comme cet enfant qui retourne à l'adresse de son ancien logement en espérant y voir surgir sa mère, quand seule évidemment une inconnue lui ouvre. Alors que son ami, sous le coup d'une déception pourtant prévisible, part en criant, Chainé prononce une phrase d'excuse. « Ce n'est rien, madame, juste une erreur. » Prolongée par la narratrice, une horreur. Erreur, horreur. La proximité spatiale des termes souligne l'écart entre le ressenti de l'enfant, l'incompréhension de la locataire, et Chainé qui tient le rôle du lecteur, ne pouvant que constater le drame de la situation. De nombreuses phrases des romans de Rachel Heusfater sont construites autour de ces accumulations, de ces jeux de paronomases. Tout son corps veut se frotter, s'entortiller, il veut être absorbé, pétri, utilisé, tenu et retenu. Tout son corps veut exister et exulter. Et j'aurais pu multiplier les exemples à loisir. Quand elle sera reine, on a aussi ce jeu, elle l'aime à en pleurer, l'aimer la fait pleurer, elle aime tout son corps, elle l'aime de tout son corps avec ces procédés de reprise. Ce style n'hésite pas à allonger les phrases, à déployer la pensée pour dire justement un être en construction ou en reconstruction. Face à ces adolescents qui se découvrent encore en vie, face à ces enfants perdus qui doivent s'inventer un avenir, cette langue qui précise, qui reprend, reflète ces essais de personnalité, ces tentatives non pas balbutiantes mais fragiles de s'adapter sans cesse à la situation. On peut faire l'hypothèse que de même qu'ils doivent réapprendre à vivre, cette langue de narration emprunte aux sonorités de la langue de l'enfance. Quand le petit reprend, répète, déforme les propos de ses parents qui lui parlent. Pour cerner ceux qu'on a voulu éliminer, il s'agit ici de prendre son temps, d'accepter les nuances, de marquer la différence, de tenter de circonscrire finalement une réalité peu reluisante, mais seul terrain sur lequel la reconstruction peut se faire, y compris linguistique, quand la langue n'est plus la même. Au balbutiement de vie répondent les variations de la langue. Dans le flot du roman surgissent alors des accents poétiques avec des rythmes ternaires, tout brûlant de ferveur, envahi de malheur, enrichi de splendeur, ou même des alexandrins, qui donnent à entendre une langue autre, celle de la poésie, de la théâtralité, à l'intérieur de la fiction romanesque, pour que dans l'écart se dise la souffrance, mais aussi une forme de résilience. Finalement, en retrouvant une forme de trace par excellence de l'écriture classique, notamment avec des alexandrins, on s'aperçoit de ce travail, de cette nécessité de revenir à une langue pour se dire. Donc au-delà des thématiques qui peuvent être communes à d'autres ouvrages, Rachel Heusfater se singularise par son style riche. Si on lit du Rachel Heusfater, on sait qu'on lit, même si on n'a pas le nom sur la couverture, on sait qu'on lit du Rachel Heusfater. Et dans une production aujourd'hui pléthorique autour de la Shoah, sans doute cette volonté d'offrir une langue écrite, travaillée à lire et à dire, au-delà d'un énième récit relatant une destinée ou cherchant à transmettre une chronologie des événements, qui fait que Rachel Heusfater est un auteur qui compte. En déployant un style jouant de la métaphore, du double sens, elle peut aussi s'autoriser à aller plus loin que d'autres auteurs, et promis, c'est la fin. Rares sont les romans qui relatent l'après-Shoah et la difficile reconstruction des rescapés, quels qu'ils soient, mais qui vont aussi loin aussi. Je m'explique à travers deux exemples. Dans Le chemin de fumée, elle dresse le portrait de Pichipoy, un enfant qui ne sait que murmurer ces mots, Pichipoy, enfin ce mot même, qui évoquait dans la langue des mers un ailleurs où la situation serait bien sûr meilleure, et cet ailleurs, c'était à Auschwitz. Elle peut se permettre de montrer cette souffrance trop grande et sa pendaison. De même, quand elle sera reine, l'amour que trouve enfin Mira dans les bras de Brody n'est que de courte durée, car Brody va être tué d'une balle dans le dos. Dans les conditions de vie déplorables des camps, Mira perd l'enfant qu'elle attend de Brody et qu'elle espère de lui comme un ultime souvenir, une ultime trace d'un amour débordant. C'est très inhabituel. D'ordinaire, les personnages principaux ne meurent pas. Et, selon moi,
c'est parce que Rachel Oyswater cherche à être intègre vis-à-vis de la réalité des camps, mais le fait dans une langue particulière, qu'elle peut se permettre ce genre de situation, de lier amour et mort. Et évidemment, même si je n'ai pas développé par manque de temps ces points-là, la destinée de Mordechai Anielewicz dans Non au désespoir ou d'Anna Sénèche dans L'Osseau de l'ange, tous deux morts en se battant pour en sauver d'autres, sont particulièrement représentatifs aussi. Là, évidemment, avec des biographies, c'était difficile d'aller vers un happy end, quoique on te le demande. Pourtant, trop présent encore dans la littérature de jeunesse de la Shoah. Et c'est sans doute grâce à cette écriture littéraire qui avait marqué les premières publications en France, chez Gallimard ou à l'École des loisirs, et qui semble aujourd'hui parfois oubliée par certains éditeurs au détriment du spectaculaire et d'une appropriation un peu facile de la Shoah, alors que là, dans ces romans, il faut prendre le temps, par les phrases notamment, de l'appropriation de cet état d'esprit des personnages par la force des mots. Je conclus en disant que cet enfant Shoah de Rachel Oyswater est un enfant désabusé, qui a vu les pires horreurs, mais qui puise une force dans l'amour qu'il a connu, celui de ses parents ou d'un autre personnage de son âge, et qui, tout en se débattant dans sa souffrance, est capable de suffisamment de recul pour rire de lui-même. Un enfant que la parole du narrateur circonscrit, investit, réhumanise par une forme de poésie qui ne veut pas dire évasion à soi-même, mais réassurance d'une identité, même tronquée. Et je terminerai sur une citation. Orphelin, mal en point, malheureux, des miettes d'enfant, mais vivant et rigolant. Je vous remercie.